Euh, L'enregistrement est lancé, donc pour ceux qui souhaiteront ensuite revisionner cette session, ce sera possible. Donc on vous indiquera comment vous pourrez la visionner, mais elle sera diffusée sur nos réseaux sociaux. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Jean-David Rezaïov, je suis un des cofondateurs d'Agora Alliance. Donc Agora Alliance, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est un incubateur, accélérateur 100% à distance qui a vocation d'accompagner les entrepreneurs immigrants francophones au Canada. Et quand on dit entrepreneurs immigrants, ben, ce sont des entrepreneurs qui sont arrivés au Canada ou au Québec depuis quelques semaines ou depuis plusieurs années. Et on souhaite en fait adresser la particularité quand on s'installe dans un nouveau pays, de favoriser le succès des entrepreneurs en accélérant, on va dire, l'appropriation des codes culturels, mais aussi la connexion à l'écosystème d'affaires. Donc aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir animer ce webinaire sur le thème entrepreneurs immigrants, donc entrepreneurs immigrantes. C'est vrai que ce sujet de la reprise d'entreprise est un sujet qui est très souvent évoqué à travers les différentes missions que nous menons. Il y a toujours cet arbitrage de se dire est-ce que je crée ou est-ce que je reprends. On va voir que de façon assez évidente, il y a toujours des intérêts, des avantages et des inconvénients à chaque solution. Et c'est vrai que la reprise d'entreprise permet quand même de bénéficier d'une certaine accélération parce qu'on reprend une entreprise, donc on reprend des actifs, matériels ou immatériels. Et donc, c'est une manière aussi de prendre pied sur un marché plus rapidement. On va vous lancer un petit sondage pour faire un petit état des lieux un petit peu de votre relation, de votre maturation par rapport à cette problématique. Donc, on va vous demander de répondre rapidement à ces questions-là pour pouvoir situer un petit peu l'audience d'aujourd'hui. Et puis, à la suite de l'introduction de nos différents panélistes, on pourra voir une synthèse un petit peu de ces résultats. Donc, je vais commencer donc, par présenter nos panélistes que je remercie au nom d'Agora Alliance avec enthousiasme parce qu'on a eu l'occasion de préparer cette session et vous allez voir qu'on va se parler de beaucoup de sujets très intéressants et puis venant de personnes très expérimentées dans ces sujets-là. Donc, je commencerai par introduire Marie-Christine Ekedi. Ce qu'on peut dire de Marie-Christine, c'est que durant 15 ans, Marie-Christine a travaillé comme intrapreneur au sein de plusieurs entreprises et a complété une centaine de projets d'envergure variée, dont les budgets se situent entre 15 000 $ et 450 millions de dollars. Donc, vous voyez un spectre d'expérience très, très large. Et Marie-Christine est une passionnée du monde des affaires. Elle aime les défis et vous verrez plus tard qu'elle n'est pas à un défi près. Elle en prend encore beaucoup aujourd'hui. Et elle est en constante recherche de nouveaux projets et des occasions de se dépasser. Et c'est vrai qu'entreprendre, c'est avant tout faire quelque chose qui nous dépasse, c'est sortir de notre zone de confort. Et Marie-Christine Ekedi est donc une entrepreneuse immigrante. Elle est arrivée au Canada il y a 12 ans. Et en 2020, en pleine pandémie, elle a acquis l'entreprise alagarderie.ca qui fournit une solution technologique pour les intervenants en petite enfance. Donc, merci Marie-Christine d'être parmi nous. Ensuite, merci. Ensuite, j'introduirai Mohamed Talaoui. Donc, Mohamed est notre juriste du jour, donc juriste corporatif depuis près de 15 ans au sein d'un cabinet Iteanu et associé basé à Paris, spécialisé dans les technologies de l'information. C'est là qu'il a démarré sa pratique juridique. Et après plusieurs années dans le poste de juriste, responsable principalement de la conformité réglementaire et des activités d'un opérateur téléphonique, et de la protection des données personnelles. C'est vrai que le sujet des données personnelles est un sujet de plus en plus, à l'heure actuelle, une préoccupation première. Et puis, il est devenu conseiller juridique et il a participé au projet de vente d'une filiale au sein du groupe Vivendi, un très grand groupe de communication. Et ce projet, mené entre l'opérateur SFR, un opérateur français de téléphonie, et Maroc Télécom, représentait une opération de plus de 75 millions de dollars. Et enfin, je finirai sur l'intervention de Stéphane Bourgeois. Stéphane est un banquier, mais pas seulement, parce que Stéphane travaille certes depuis 2019 au sein de la Banque nationale, et il compte 30 années d'expérience, mais il a été à la fois banquier aujourd'hui, mais il a été gestionnaire
dans le secteur privé, il a été aussi propriétaire d'entreprise, gestionnaire de vente en distribution et CFO dans le domaine manufacturier. Et donc, on peut dire qu'il a été, il a été des deux côtés je dirais du miroir, à la fois en tant que banquier et en tant qu'entrepreneur. Et puis, il a acquis au fil des années une excellente compréhension des dynamiques organisationnelles. Et ça lui permet justement d'avoir une bonne compréhension des attentes des entrepreneurs. Donc, une fois de plus, je tiens à vous remercier tous les trois. Et puis, je vais vous proposer de regarder rapidement le résultat du sondage, voir un petit peu ce que ça donne et de voir qui nous sommes. Donc, on voit à travers ce sondage que il y a 25% de propriétaires qui s'intéressent au reprenariat pour acquérir une nouvelle entreprise. Donc, on est là dans une logique de croissance externe. 22% qui souhaitent se lancer en affaires, mais qui hésitent encore entre démarrer leur propre entreprise et reprendre une entreprise. Donc, bienvenue. Vous aurez des éléments aujourd'hui qui vous permettront peut-être d'arbitrer entre ce choix qui peut être cornélien. Et puis, on a 3% d'entrepreneurs qui ont acquis une première entreprise par le passé, donc des gens qui ont déjà fait ce parcours initiatique. Et enfin, 3% qui sont en processus d'acquisition et qui souhaitent mettre toutes leurs chances de leur côté. Et vous allez apprendre sûrement beaucoup de choses, quelques petites peut-être astuces, tricks, comme on dit, pour réussir votre acquisition. Et puis, on a aussi des personnes qui ne sont pas encore entrepreneurs. C'est pas grave, c'est pas obligatoire, mais je suis sûr que dans ces 47%, certains, dans leur parcours professionnel, basculeront un peu, je dirais, du côté obscur de l'entrepreneuriat, du côté de la force, on va dire, et que vous serez tenté sûrement par le fait d'entreprendre à un moment donné de votre carrière. Voilà pour ce qui est d'un petit peu des résultats de ce sondage. Donc, avant de commencer, je vais rappeler les bonnes consignes d'usage. Donc, c'est pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est de penser à fermer votre micro pour éviter qu'il y ait des bruits de fond. Vous allez avoir l'opportunité de poser des questions tout le long des interventions dans le chat. Et on a réservé donc une bonne quinzaine de minutes en fin de session pour que vos questions puissent être analysées et traitées par nos différents panélistes. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez des questions, à les poser tout au long du moment où elles vous viennent. Et puis, à la fin, on les traitera, on essaiera de traiter la plus grande partie des questions en regroupant celles qui se ressemblent. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Très bien. Donc, à partir de ça, je vais commencer par le chapitre, on va dire, juridique de la reprise d'entreprise. Donc, on a un vrai spécialiste, un vrai entrepreneur, immigrant, avocat, qui connaît très bien ces sujets. Donc, Mohamed, j'ai une première question qui vient souvent. C'est comment on fait pour identifier une cible quand on veut acheter une entreprise? Écoute, Jean-David, déjà merci pour l'organisation, pour l'initiative. Merci à Agora Alliance et Insolène aussi. Pour répondre à la question, je dirais c'est en fonction de la personne qui pose la question que peut-être la réponse va être un petit peu modelée différemment. Si on veut se limiter aujourd'hui au sujet au thème de webinaire qui s'adresse aux entrepreneurs et migrants nouvellement arrivés au Québec, la réponse probablement ça va être de la façon suivante. Moi je dirais je commencerai par la fin, ou peut-être je répondrai par, on va dire, une autre façon, c'est que c'est où il ne faut pas chercher. Avant d'identifier, on doit chercher, c'est où il ne faut pas chercher. Si je cherche quelque chose de valeur, quelque chose de rentable, quelque chose qui roule bien, certainement, je ne trouverai pas dans une braderie, je ne trouverai pas forcément dans un marché aux puces. Là, on va chercher quelque chose peut-être pour dépanner, mais pas forcément quelque chose de très grande qualité. Si on veut la très grande qualité, on va aller chercher dans les endroits de niche où on trouvera vraiment la bonne opportunité. Ces endroits de niche, c'est quoi? C'est, disons, on a probablement 3 catégories d'endroits où on peut aller chercher ces entreprises. La première catégorie, c'est vraiment aller regarder chez les gens des chiffres. Donc, les gens qui travaillent avec les chiffres, c'est là où probablement on va voir une bonne opportunité. C'est que ces gens-là, on a le CPA de l'entreprise, on trouvera aussi le fiscaliste de l'entreprise
Et on trouvera fort probablement aussi le conseiller bancaire de l'entreprise qui, eux, ils sont vraiment dedans, ils connaissent à fond la situation actuelle de l'entreprise. Ils ont parlé, on va dire, avec un statut privilégié avec le chef d'entreprise sur un éventuel transfert de l'entreprise. Donc, il faut identifier ces gens-là et essayer de s'approcher d'eux, soit directement ou quelqu'un qui connaît quelqu'un pour aller justement voir s'il y a quelque chose de valeur qu'on peut aller saisir. En deuxième ligne, donc on a les juristes, donc on a les avocats en première place et par la suite, on trouvera les notaires. Les juristes, c'est des contacts privilégiés des chefs d'entreprise et que c'est eux qui, on va dire, juste après les CPA, les fiscalistes, ils sont au courant de la situation, on va dire, financière de l'entreprise, ne serait-ce que une fois qu'on prépare les résolutions annuelles, donc on a une idée sur les états financiers, on a une idée sur tout ce qui concerne les dividendes, etc. Donc, on rentre à peu près aussi dans la situation financière de l'entreprise et on parle aussi avec les chefs d'entreprise sur des projets de vente, cession. Et d'une façon, on va dire, secondaire, probablement aussi les notaires familiaux, donc les notaires qui accompagnent une famille, et qui rédigent des testaments, qui rédigent beaucoup d'actes légaux concernant la famille. Et là, il peut en déduire peut-être un début de réorganisation d'une entreprise au niveau familial, qu'on peut aller chercher ou poser la question à l'entrepreneur, si jamais il ne dévoile pas ça directement, sur l'objet de cette réorganisation, ces testaments, etc. Qu'est-ce qu'on prépare? OK. Après, en troisième lieu, en troisième catégorie, donc on commence à sortir un petit peu, on va dire, du spectre intime, restreint de l'entreprise. On va aller vers les courtiers d'entreprise. C'est des gens dont le métier, justement, c'est de vendre, acheter des entreprises. Mais comme je dis, plus on rentre dans le public, moins l'opportunité est, on va dire, a de la valeur. Donc plus on affiche en grand public, plus on perd en valeur, plus on reste dans le spectre intime, donc CPA, avocat, plus la question, on va dire, ou peut-être l'opportunité a de la valeur. Pourquoi? Parce que généralement, l'entreprise qui roule bien, c'est sûr et certain qu'il y a toujours l'attache avec cette entreprise entre l'entrepreneur et l'entreprise. Il ne veut pas lâcher tout de suite, mais en même temps, il commence à en parler. Et c'est vraiment le bon moment pour aller saisir l'opportunité auprès de ces gens-là que j'ai cités. OK. Alors, moi, j'avais juste un commentaire pour conclure sur cette première question, c'est que un jour, j'avais entendu un entrepreneur français très connu qui disait « La meilleure manière de faire une bonne affaire, c'est d'acheter ce qui n'est pas à vendre ». Qu'est-ce que tu penses de ça? Exactement, ça résume tout ce que je viens de dire. Très bien. Alors, une fois qu'on a activé son réseau auprès des hommes du droit ou du chiffre et qu'on a accès à ce marché, on va dire, un peu caché de la reprise d'entreprise, quel est, je dirais, par quoi il faut commencer, en fait, quand on veut entreprendre une reprise? C'est sûr, c'est certain que, disons que je viens de trouver une opportunité que je juge qu'elle est bonne pour moi et que je veux reprendre. C'est sûr et certain qu'il faut commencer à rentrer un peu près dans la partie un peu plus technique, ce qu'on appelle la vérification diligente, et regarder exactement quelles sont les choses à éviter maintenant avant que j'avance trop dans mes démarches. Et donc, les premiers réflexes, en fait, la liste de vérification diligente, elle est assez longue. On ne peut pas imaginer, c'est quelque chose qu'on peut créer selon notre imagination, selon le contexte, on va dire, de l'entreprise et du repreneur aussi. Mais si je m'adresse à une personne immigrante qui vient d'arriver au Québec et donc il doit s'adapter un petit peu avec la culture légale canadienne ou québécoise, je dirais il faut aller chercher d'abord est-ce que je fais affaire avec le bon décideur. Donc ça, on parle en connaissance de cause avec de l'expérience.
Des fois, on rencontre quelqu'un, oui, et il souhaite vendre son entreprise, mais finalement, on trouve qu'il n'est pas le seul décideur, il est avec 2, 3 autres actionnaires ou administrateurs et que les choses ne se passent pas corporativement parlant d'une façon correcte. Donc, il faut déjà identifier est-ce qu'on est avec le bon décideur qui a le droit de décider. Après, il faut regarder aussi toute la partie, on va dire, risque, donc vérifier est-ce que l'entreprise n'a pas de problème judiciaire ou de poursuite judiciaire, parce que ça viendra par la suite impacter la valeur monétaire de l'entreprise. Regardez aussi au niveau des engagements de l'entreprise, est-ce que tout était correct surtout par rapport au gouvernement, donc tout ce qu'on a, les déductions à la source, les engagements au niveau environnemental, TPS, TVQ, etc. etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Voir aussi au niveau des engagements hypothécaires, est-ce qu'il n'y a pas d'hypothèque immobilière ou hypothèque mobilière avec ou sans déposition, etc. Et probablement, en fonction aussi des secteurs, des fois, il faut se poser des questions sur les administrateurs ou sur les actionnaires, côté moral, côté, je parle des fois dans des domaines comme les garderies, etc., là où on doit avoir un casier judiciaire clean et tout. Donc, grosso modo, il ne faut pas, on va dire, se concentrer que sur la partie business, que sur la partie financière, que sur le prix. Il faut anticiper certaines choses dès le départ, justement pour ne pas trop avancer et s'engager et que par la suite, pour aller faire un marche arrière, ça deviendrait un peu près difficile. L'autre façon, peut-être, mais là, peut-être c'est plus le sujet de Stéphane, avant de trop avancer aussi, c'est de vérifier notre capacité d'endettement, notre capacité d'emprunter avant de commencer à signer quoi que ce soit. OK. En gros, Très bien. Donc, en fait, il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir de ce que tu viens de lister. Est-ce que ces informations sont publiques en général? Est-ce que tout ce que tu as évoqué, c'est des choses qui sont accessibles facilement, que ce soit les situations d'hypothèque, que ce soit les conflits éventuels de l'entreprise, etc., etc. Moi, je dirais pour une personne, monsieur, madame, tout le monde, non. C'est un peu difficile d'accéder à toutes ces informations directement. Il y a certaines informations qui sont publiques sur le registre des entreprises du Québec, mais c'est quand même pas mal limité. Par contre, soit on passe à travers des professionnels comme des avocats ou des CPA pour aller faire ces vérifications diligentes, soit des fois on peut mandater certaines firmes justement qui peuvent prendre en charge ce type de vérification diligente. Il y en a quelques-uns au Québec qui peuvent s'occuper de toutes ces affaires-là. Mais l'essentiel ou le principe légal reconnu, on va dire, au niveau judiciaire, c'est que pour un acheteur, il faut qu'il fasse, on va dire, tous les efforts raisonnables pour s'assurer que ce qu'il achète est bon. Et donc, il ne faut pas dire qu'à la fin que oui, ben, on ne m'a pas déclaré, on ne m'a pas dévoilé. C'est à vous aussi de faire le pas pour aller faire vos vérifications diligentes pour, par la suite, s'il y a ce qu'on peut appeler un vice caché, là, éventuellement, ben, vous serez peut-être pardonné à ce niveau-là. Mais il faut faire quand même le premier pas, soit directement à travers des professionnels. Ok. Bah, ça me permet, merci Mohamed, ça me permet de faire le lien vers la quatrième question que je voulais te poser. C'est en fait justement quel est le rôle de l'accompagnateur dans le transfert d'entreprise? Justement, tu l'as un peu dit, hein, tu l'as un peu décliné, mais pourquoi il faut faire appel à un accompagnateur dans cette démarche-là? Déjà, en fait, il faut différencier entre accompagnateur en transfert d'entreprise, c'est un titre que j'ai aussi, et un travail ou un poste ou un rôle de professionnel. Si on s'adresse à un CPA, c'est pour les chiffres. Si on s'adresse à un avocat, c'est pour les textes de loi, pour la jurisprudence. Mais pour un accompagnateur, effectivement, on va dire, c'est un chef de projet qui gère la gestion globale du projet de transfert, que ce soit pour le cédant qui veut vendre son entreprise ou pour le releveur ou le repreneur qui veut reprendre une entreprise. Donc, le chef de projet, il est, on va dire, l'ami du repreneur ou du cédant pour lui dire, faites attention,
voici la ligne de temps, voici le projet, les jalons, voici par où on doit passer. Il faut commencer par une planification fiscale. Il faut commencer par le banquier aller chercher votre capacité d'emprunt. Il faut commencer par… Et là, on définit la feuille du projet ou la ligne de projet et on n'oublie aucun sphère qui va pouvoir impacter maintenant ou par la suite ce projet de transfert. On va faire appel aux spécialistes professionnels, donc fiscalistes, aux CPA, évaluateurs agréés, aux banquiers, etc. Et donc, on forme l'équipe qui va, on va dire, entourer le projet dans sa globalité pour que rien n'échappe. Donc, c'est vraiment… l'idée, c'est de faire éviter aux repreneurs ou aux cédants qu'on oublie une étape et que par la suite, on ne peut pas faire marche arrière. Et c'est à peu près ça, on va dire, grosso modo, le rôle d'un accompagnateur certifié en transfert d'entreprise. Très bien. Merci Mohamed. Donc, avec plaisir, merci. En fait, ce que je retiens, c'est savoir faire les bonnes choses dans le bon ordre au bon moment, en fait. C'est ça, Effectivement, et jamais rester seul, jamais rester seul, jamais rester seul. Parfait. Ben, ça me permet de faire le lien avec Stéphane. Donc, on a vu le juriste, on va voir le financier. Donc, Stéphane, merci encore d'être là. Donc, un plaisir. Quand on parle de reprise d'entreprise, on parle souvent d'évaluation de l'entreprise, on parle souvent de bâtir son plan de financement, de convaincre ses partenaires financiers. Donc, la première question qui me vient par rapport à la finance, c'est quels sont les principaux facteurs de risque liés à un transfert? Il y en a plusieurs. Il faut voir les risques, les enjeux comme entrepreneur, comme acquéreur d'une entreprise, mais il faut aussi tenter d'avoir cette vision-là dans les yeux ou dans le point de vue de vos partenaires financiers. Donc, on va les diviser en quelques groupes importants. D'abord, le premier risque à évaluer quand vous désirez faire une acquisition, c'est d'abord, c'est quoi le modèle d'affaires? Donc, bien comprendre le modèle d'affaires de l'entreprise, donc discuter avec, d'abord, se faire une idée de ce que vous recherchez, vous, comme modèle d'affaires. Je pense que c'est la première étape, c'est celle-là, définir les modèles qui vous intéressent. Puis après ça, ne pas hésiter à tout moment de questionner l'entrepreneur ou le cédant sur son modèle à lui pour s'assurer qu'il y a un fit, que ça fonctionne entre votre vision puis la structure actuelle de l'entreprise. La deuxième, c'est sûr qu'elle va de soi, c'est la réalité financière de cette entreprise-là aujourd'hui. C'est est-ce qu'elle a les ressources financières, la capacité de remboursement nécessaire pour être capable de rencontrer les engagements financiers que vous allez mettre en place pour faire cette acquisition-là. Donc, c'est un élément clé. Donc, on est encore dans le très mathématique, très cartésien. L'autre risque important à analyser, c'est le risque de concentration. Donc, est-ce que mon entreprise sur laquelle j'ai les yeux aujourd'hui, elle est très concentrée au niveau de ses clients ou au niveau de ses fournisseurs? J'ai une entreprise sur la rive sud de Montréal. Ça fait déjà 3 acheteurs différents qui la regardent et la capacité, l'objectif du prix visé par le vendeur est difficile à atteindre parce que j'ai un risque de concentration client. Et tous les acheteurs se désistent à cause de ce risque-là. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important à tenir compte. Okay. L'autre élément important, c'est votre expérience à vous dans le secteur. Ne pas se lancer dans un secteur d'activité que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez moins. Nécessairement, quand vous allez approcher le banquier, je ne vous le cacherai pas, c'est la première question qu'il va vous poser. Outre l'aspect financier, c'est quelle est votre expérience, quelle est votre formation, quelles sont vos connaissances en regard de cette entreprise-là. Puis si vous n'avez pas nécessairement les connaissances, mais comment vous allez vous entourer pour à tout le moins là, pallier à ce niveau de risque et aux enjeux qui sont là. Okay. Le dernier élément, il est très important et c'est celui que l'on oublie le plus souvent. Il représente 60% des cas d'échec en reprise d'entreprise. Moi, c'est ce que j'appelle le facteur H, le facteur humain. Il est non mesurable. Donc, ce qu'il faut, quand on rentre dans ce facteur-là,
Mohamed le disait tantôt, être accompagné, c'est important. N'hésitez pas à y aller avec quelqu'un qui est capable de vous aider à voir ces éléments-là. Il faut être capable, comme entrepreneur acquéreur, d'évaluer quel va être mon impact sur la culture de l'entreprise. Quelles sont vos valeurs par rapport aux valeurs actuelles de l'entreprise? Quelles sont vos croyances? Quel est votre mode de communication? Comment tous ces éléments-là, intangibles, qui font partie de l'humain, comment ces éléments-là vont impacter votre arrivée dans l'entreprise? Donc, il faut préparer le facteur humain parce qu'il est très important. Vous arrivez demain matin, vous n'êtes pas sans savoir qu'une des grandes difficultés présentement de l'entrepreneuriat, c'est avoir des ressources humaines, trouver les employés, avoir les bons employés et être en mesure de les conserver. Vous arrivez d'un matin comme chef d'entreprise dans une organisation qui a déjà ses valeurs, qui a déjà son propre fonctionnement. Nécessairement, vous arrivez avec vos valeurs, vos croyances, ça va créer un choc, nécessairement. Donc, avant d'arriver officiellement dans l'entreprise, il faut se préparer à ça. Donc, à qui il faut communiquer? Il faut communiquer aux employés, mais ne pas oublier aussi de communiquer avec vos clients, vos fournisseurs, s'assurer que tout l'environnement économique va être en mesure d'accueillir votre arrivée dans l'entreprise. Et ça, c'est un élément très, très, très important. Alors, ça me fait rebondir sur un point qui nous occupe plus particulièrement chez Agoralliance, c'est que à la fois sur les aspects qu'évoquait Mohamed en disant il faut développer du réseau pour trouver les bonnes cibles, mais aussi il faut s'assurer entre guillemets, de s'adapter à la culture de l'entreprise. Ben oui. Ce sont deux aspects qui sont très importants, d'autant plus cruciaux quand on est immigrant. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le réseau pour trouver la bonne cible, et que culturellement, quand on va dans une entreprise, je dirais, avec la culture locale, et qu'on est jeune immigrant ou immigrant récent, je veux dire, c'est sûrement beaucoup plus difficile. L'enjeu est d'autant plus fort, parce que moi, je prends un exemple, étant français, j'ai perçu, dès que je suis arrivé au Québec, que les modes de management, de gestionnaire, n'étaient pas pareils qu'en France. En France, on est très pyramidal, on va dire, très hiérarchique, voire très autoritaire. Alors que dans la culture, je dirais, d'Amérique du Nord, la culture canadienne et québécoise, on est plus sur le consensus, on est plus horizontal, on est plus participatif. Donc, c'est vrai que ça peut créer des petits écarts à ce point-là. Oui. Mais j'avais une autre question qui est beaucoup plus terre-à-terre, je dirais, Stéphane, c'est quand on veut faire une acquisition, comment on définit le prix? Parce que c'est sûr que le vendeur, lui, imagine que son entreprise est une pépite, une licorne, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. Quand on achète, on veut acheter au meilleur prix. Donc, comment on arrive à trouver cet équilibre au niveau du prix? Je dirais dans un premier temps, là, on va démystifier une règle qui est souvent galvaudée. J'appelle ça la règle du pouce. Vous entendez probablement souvent parler d'une entreprise vaut 4 fois son BAYA. Donc, BAYA, là, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Donc, c'est une règle qui ne s'applique pas nécessairement à tous les marchés, ne s'applique pas pour toutes les entreprises. Donc, c'est une mesure approximative, mais dans certains cas, on est très, 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 très loin de la réalité. Je dirais, dans un premier temps, pour savoir si le prix qui est offert, parce que ce qu'on désire, c'est avoir un win-win deal. Donc, s'assurer que et le cédant et le repreneur font une transaction au juste prix. La clé, c'est, dans un monde idéal, avoir un évaluateur d'entreprise. Donc, notre évaluateur va prendre le temps d'évaluer tous les éléments passés, présents et futurs de l'entreprise et va vous soumettre un prix. Maintenant, je complexifie la chose, c'est est-ce qu'il y a nécessairement un seul prix dans une transaction? Et malheureusement, la réponse, c'est non. Le prix va varier pour le cédant en fonction de plusieurs éléments. D'abord, à qui il vend? Je vous dirais qu'il y a trois types d'acheteurs. On a d'abord ce qu'on appelle dans notre jargon là, les management buyout. Donc, les gens qui sont déjà à l'interne dans l'entreprise la connaissent bien. Ça peut être la famille, ça peut être des employés. Donc, on a un prix. Normalement, les évaluations d'entreprise vont être très, très près de la valeur potentielle d'une transaction pour ce type de clientèle repreneur-là. On a les gens d'affaires qui sont extérieurs de l'entreprise
qui, eux, se cherchent une entreprise, comme probablement plusieurs d'entre vous l'êtes aujourd'hui, mais probablement que votre tendance à vouloir acheter une entreprise, mais le prix payé risque d'être un petit peu plus bas que nos gens à l'interne. Pourquoi? Parce que les facteurs de risque que je mentionnais tantôt, pour vous, sont plus importants. Vous ne connaissez pas l'entreprise, vous n'êtes pas dans son day-to-day operation. Vous arrivez avec votre culture, vos croyances, vos valeurs. Nécessairement, ça va avoir un impact sur votre risque d'affaires et nécessairement aussi, probablement une tendance à la baisse sur le prix. Et les troisièmes acheteurs potentiels, c'est ceux qui normalement payent le plus cher, c'est les acquéreurs stratégiques. Donc, vous êtes un cédant d'un matin, nécessairement un compétiteur, une entreprise de grande envergure, vous êtes dans un marché très, très, très spécifique, dans un créneau très particulier. Nécessairement, ces gens-là vont être prêts à acheter, payer plus cher pour votre entreprise. Oui. Maintenant, quand on regarde ces trois familles d'acheteurs potentiels-là, ce qu'il faut évaluer comme cédant et également comme repreneur, parce qu'il y a de la compétition aujourd'hui dans l'achat des entreprises, c'est qui sont les acheteurs potentiels d'une entreprise? Est-ce que dans mon marché, j'ai des stratégiques? Est-ce que j'ai des gens de l'externe qui auraient de l'intérêt ou est-ce que les employés ont de l'intérêt ou non? Donc, quand normalement, je me présente comme joueur externe à vouloir acheter une entreprise et qu'il y a un intérêt de la part du cédant, mais il y a de fortes probabilités qu'à l'interne, les gens n'aient pas manifesté leur intérêt. Donc, vous êtes peut-être vous avez un avantage de négociation aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être l'un des rares, l'un des seuls acheteurs potentiels. Donc, il faut vous poser cette question-là, c'est contre qui vous allez vous battre. Puis, je pense que la phrase clé dans tout ça, c'est il faut être disposé à discuter puis à négocier. Je pense que c'est ça l'élément qui est le plus important. Il n'y a pas un seul prix, il y a une façon d'arriver à un prix et là, tout se négocie par la suite. OK. Donc, ce que je comprends dans ce que tu dis à travers les différentes catégories de repreneurs, c'est qu'en fait, c'est ce qui définit en fait le prix, c'est la capacité à absorber le risque et de le percevoir en fait. Exactement, exactement. Tu sais, je vois des projets où présentement, j'ai une transaction qui va probablement se réaliser à quelque part entre 9 et 10 fois le BAYA. Mais jamais Jean-David et moi, on se met ensemble à acquérir une entreprise d'un matin. On ne serait jamais capable de rentabiliser une entreprise en payant ce prix-là, en étant des gens, des outsiders à l'entreprise. C'est impossible. Un stratégique, pour lui, c'est avantageux. Il va l'incorporer dans sa structure actuelle, va probablement avoir plusieurs niveaux d'économie d'échelle à réaliser, va intégrer la gamme produits à ses gammes actuelles et pour lui, c'est justifié de payer 9 ou 10 fois le BAYA parce que ça fait du sens, puis il va être capable de le rentabiliser sur les 2, 3, 4 prochaines années. Oui, il a des effets de levier que n'a pas l'acheteur individuel, en fait. Exactement, exactement. OK. Et alors, la question qui me vient juste après, c'est que, comme l'évoquait tout à l'heure Mohamed, il faut se faire accompagner, mais à partir de quel moment on va aller voir son banquier pour se faire accompagner sur la partie financière? Quand est-ce qu'il faut aller voir son banquier dans un processus de reprise? Juste avant de parler à Mohamed, juste avant que Mohamed commence à écrire, c'est important. Juste avant lui. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on rentre dans le cadre légal puis on se prépare à déposer une offre, mais souvent dans votre offre, il va y avoir plein de clauses, plein de dispositions qui vont entrer, pas en conflit, mais vous allez avoir des points de négociation potentiels avec votre banquier. Et je parle principalement de la balance de prix de vente. Dans pratiquement toutes les transactions aujourd'hui, il y a une balance de prix de vente. Et malheureusement, là où ça devient compliqué dans la négociation entre le banquier et l'emprunteur, c'est que souvent, on va arriver avec la lettre d'offre déjà signée entre le vendeur, entre le cédant et le repreneur, et le banquier. Mais les conditions qui sont dans l'offre, mais malheureusement, ça vient impacter la position que la banque pourrait prendre. Et je vous dirais, dans presque la totalité des situations où ça m'arrive, malheureusement, le cédant et le repreneur vont devoir renégocier leur lettre d'offre. Et là, ça crée des frictions. Et là, ça crée des tensions. Donc, le moment important, c'est à partir du moment où vous pensez, vous imaginez faire une proposition à quelqu'un, allez voir votre banquier. Allez lui parler, allez lui présenter les grandes lignes et il va être capable de vous orienter sur les éléments importants qui pourraient influencer son offre de financement qu'il va vous faire. Okay, parce que
plus vous attendez avant de lui parler, plus vous négociez des éléments avec le repreneur ou avec le cédant dans votre lettre d'offre, plus ça va être difficile après ça de retourner à la table de négociation, plus ça va être difficile d'arriver avec la meilleure offre bancaire possible. Parce que là, il y a déjà des barrières qui sont établies, là. Donc, le plus tôt possible. En fait, ta réponse, c'est le plus tôt possible. Exactement. Okay. Exactement. Mais le directeur transfert comme moi, là, dès que vous avez une idée, il faut venir nous voir. OK. Dès que vous avez une idée. On est les bonnes personnes pour vous accompagner. Et est-ce que tu mesures, Stéphane, est-ce que tu es confronté souvent à des situations où des immigrants, en fait, est-ce que tu considères qu'un immigrant au Québec, il a autant de facilité à contacter un banquier que quelqu'un qui est né ici, qui connaît la culture? Parce qu'on parle souvent de la cote de crédit, on parle beaucoup de choses qui peuvent dissuader peut-être les immigrants à faire ce pas, à aller voir un banquier, à aller voir un expert comptable. Est-ce que tu mesures des différences? Bien, le niveau de contact, je pense que l'ouverture est la même. Peu importe la provenance, la difficulté, ça va être dans la vente. Tu sais, tantôt, je parlais des facteurs de risque. Vos facteurs de risque comme entrepreneur en reprise, c'est votre vision à vous de l'entreprise que vous allez acquérir. Mais un des facteurs de risque du banquier, parce que lui aussi voit des facteurs de risque, il voit des enjeux dans votre projet d'affaires, effectivement, c'est sa connaissance de la personne qui est en face de lui. Et un élément qui va être très, très, très important dans votre portfolio d'entrepreneur, c'est qu'il faut que vous ayez en main immédiatement tous les éléments qui vont vous vendre comme entrepreneur, qui vont vendre votre CV, qui vont vendre votre situation financière. Est-ce que ça peut être un petit peu plus difficile? Oui. On ne se comptera pas d'histoire. Effectivement, ça peut être un petit peu plus difficile, mais si vous dressez bien les choses, si vous êtes accompagné par quelqu'un qui est capable de vous aider à bâtir votre portfolio de repreneur, tout est réalisable. Tout est réalisable sans problème. Là. OK. Ça demande un petit peu plus d'effort, ça c'est vrai. Un peu plus d'effort. Oui, et puis aussi le fait de valoriser quand on… Alors je parle pour les immigrants récents, parce que quand ils ont un historique d'expérience, de compétences hors du pays, il faut quand même arriver à le restituer, quelque part à le montrer. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont plus difficilement mesurables quand on vient d'ailleurs. C'est sûr que… Effectivement. Et la dernière question que j'aimerais te poser, Stéphane, c'est une question qui nous revient très souvent. C'est quel est en général le pourcentage de mise de fonds qu'on doit mettre pour faire une acquisition? Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que c'est du 5%, du 10%, du 50%? Est-ce qu'il y a des règles? Il n'y a pas de règle écrite. C'est-à-dire qu'il y a des ambitions, des rêves de la part du banquier d'atteindre certaines cibles pour justement à réduire le risque. Je vous dirais, là, globalement, là, quand nous sommes dans une situation d'un transfert à 100% d'une entreprise, la règle, la combinaison là, de mise de fonds et de balance de prix de vente, là, ce qu'on veut avoir comme banquier, c'est quelque chose qui va tourner entre 30 et 40%. Là, je suis dans une transaction, dans un cas où j'acquiers 100% d'une entreprise. Pourquoi cette règle-là, elle fait du sens? Parce que tout simplement, si vous vous endettez davantage, la pression que vous allez mettre sur votre fonds de roulement fait en sorte que votre entreprise ne soit pas capable d'atteindre, de réaliser ses objectifs, puis de faire en sorte que vous soyez capable de payer vos dettes. Ça va être une problématique. La pression financière va être énorme, au-delà de 70%. Ça, comme je vous dis, c'est dans le cas où j'achète 100% des actions. Mais dans le cas où je fais une acquisition minoritaire, aujourd'hui, je suis employé ou je suis un externe qui désire s'intégrer à une équipe de gestion, qui fait une première acquisition de 20, 25, 30%. Mais là, toutes les possibilités s'ouvrent. J'ai des projets où les employés, j'ai financé 100% de l'acquisition des employés. Les employés faisaient une acquisition minoritaire, 20-25% des actions. On les a financés à 100%. Parce qu'ils étaient là depuis 10, 12, 15 ans dans l'entreprise, que le propriétaire n'a pas de relève. C'est une façon d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, en transfert, le banquier va avoir des yeux très différents qu'un financement conventionnel d'un immeuble ou d'un équipement ou d'une marge de crédit pour les opérations. Donc, on va avoir tendance à s'adapter à la réalité de la transaction. OK. Alors, en fait, je t'ai menti, Stéphane, parce que je t'ai dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai une autre. Ah, je le savais. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'en ce moment, c'est un bon moment, un bon timing pour une reprise d'entreprise? Est-ce que le marché de la reprise d'entreprise est dynamique en ce moment et pourquoi? Oui.
J'ai-tu 2-3 petites minutes pour faire une petite histoire? Ouais. Rapidement. Rapidement, la courbe du temps transfert, on va retourner dans le temps, on va retourner en 2005. En 2005, à peu près toutes les études qui existaient nous indiquaient que entre 2005 et 2020, 84 des entreprises devaient changer de main. Toutes les études qu'il y avait à cette époque-là, c'est ce qu'elles nous disaient. À cette époque-là, les entrepreneurs au Québec ont entre 50 et 55 ans. Donc, dans une perspective de 15 ans, ça nous mène à des entrepreneurs qui ont 65, 70 ans. On s'attendait qu'au gros de la vague, 2010-2013, la majorité des entreprises auraient changé de main. Malheureusement, est arrivé un événement en 2008 qui est la crise économique. Cette crise-là a complètement changé l'orientation en matière de transfert, tout simplement parce que les ventes ont baissé, les rentabilités ont baissé, les valorisations des entreprises ont baissé. Puis mon homme d'affaires qui avait 50 ans en 2005, mais se retrouve à 53 ans en 2008 à vendre une entreprise qui a moins de valorisation, c'est pas mal moins intéressant pour lui à ce moment-là face à la transaction. Donc, il n'est plus en mesure de rencontrer ses objectifs de vie. 2008 à 2019, ben jusqu'à 2020, dans le fond, jusqu'à la pandémie, on a connu 11 ans de croissance économique. Fait que l'entrepreneur là, qui, en 2008, a refait son plan stratégique, s'est remis à flot au niveau de ses résultats, mais qui devait vendre en 2015. Mais en 2015, là, il n'a plus le goût de vendre. Là. Ça roule tout seul. Il a mis un DG à sa place. Ses BAYA continuent à augmenter. Il met un an de tour de BAYA dans ses poches. Pourquoi je vendrais en 2015? Je n'ai aucun avantage. Tout va bien, on est sur une vague, tout le monde surfe sur la vague. On se retrouve en 2020, la pandémie. Nos entrepreneurs qui avaient 50, 55 ans là, ont maintenant 65, 70 ans. Leur perspective a changé. Aujourd'hui, ils doivent réinvestir comme ils ont fait en 2008 pour repositionner leur entreprise au marché. Ils n'ont plus le goût de faire ça. Ils n'ont plus cette énergie-là. Et le gain accumulé durant les 11 ans de croissance fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont confortables à se retirer, même si le prix auquel ils vont vendre leur entreprise n'est peut-être pas celui qu'ils s'imaginaient initialement, il y a peut-être 2, 3, 4 ans, mais ce n'est pas grave. Ils veulent sortir du marché. Donc, actuellement, là, c'est la folie en transfert d'entreprise. Je vous le dis, là, il y a plein d'entreprises à vendre. Là. Cherchez un petit peu, là, vous allez en trouver une, j'en suis convaincu. En tout cas, nous, on est occupés. Bon, donc appelez Mohamed, appelez Stéphane. Alors, d'abord Stéphane et après Mohamed, d'après la séquence, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Parfait. Bon, merci beaucoup Stéphane. Ça me permet de faire la transition avec Marie-Christine qui, elle, a saisi cette opportunité de reprise. Donc, Marie-Christine, moi, j'ai une première question pour toi. En tant qu'entrepreneuse immigrante, tu as fait le choix de reprendre plutôt que de créer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je me connais. Après 15 ans d'intrapreneuriat, je sais qui je suis, je sais où je veux aller et je sais quelles sont mes forces, mes faiblesses. Fait que j'ai vraiment choisi, moi, le repreneuriat parce que c'est ma troisième expérience en entreprise. Fait que c'est vraiment le troisième défi, en fait, que j'ai au niveau professionnel, au niveau entrepreneurial. Puis, en même temps, il faut aussi voir que le contexte était quand même particulier. Je suis femme, immigrante, avec des enfants. Puis, je me retrouvais plus tellement dans les valeurs intrapreneuriales en entreprise. Fait que j'ai décidé que pour moi, pour vraiment avoir un nouveau défi, et surtout accommoder mon mode de vie, ben, il me fallait plus aller en repreneuriat. Et puis, repreneuriat, ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Ça veut tout simplement dire qu'on choisit en fait de continuer ce que quelqu'un a déjà commencé. Et puis, c'est vraiment comme ça que moi, je le vois. C'est qu'il y a une personne qui a fait un travail énorme, en fait, de partir son entreprise, de vraiment donner à cœur, c'est son bébé. Et ce serait dommage pour moi, je dirais, de faire tomber. Fait que je me dis, on est plus vraiment dans reprendre quelque chose pour donner un second souffle parce qu'on est tous différents. Puis c'est vraiment ça le but, c'est d'améliorer ce qui a été fait, d'aller encore plus loin. Les défis restent les mêmes, que ce soit partir une entreprise ou reprendre. La seule différence, évidemment, comme l'ont dit Mohamed et Stéphane, c'est qu'on rachète une entreprise qui existe déjà, qui a un potentiel, qui a un vécu, qui a une histoire, qui a des personnes à l'intérieur. Quand je dis personnes, c'est à la fois les clients, c'est à la fois les fournisseurs, c'est à la fois les partenaires.
Puis on revient en fait en tant que contributeur pour faire partir plus loin que ça. Puis moi, je précise, j'ai fait une acquisition externe, donc je n'étais pas dans l'entreprise, je rachète une entreprise qui a 3 ans d'existence, je prends la totalité des actions et je suis la seule. Fait que pour moi, ça correspondait plus à ce que je recherchais. En tant qu'immigrant, c'est sûr que c'est une grosse question. Est-ce que j'entreprends, je pars de zéro? Il faut connaître l'environnement, il faut connaître aussi vers quoi on s'appuie, savoir ce qu'on veut faire. Mais moi, j'ai choisi vraiment le reprenariat qui est pour moi une 3e expérience professionnelle, je dirais, après avoir fait 15 ans d'entrepreneuriat, après avoir parti déjà 2 entreprises, j'avais besoin d'un nouveau défi. Et pour moi, le reprenariat était vraiment la meilleure opportunité à ce moment-là. Parfait. Alors, il y a quelque chose dans ton histoire, moi, qui m'a fait beaucoup sourire quand je l'ai appris, c'est que, en fait, dans ton processus de ciblage, tu t'étais interdit de prendre un certain secteur d'activité, puis en fait, c'est celui que tu as pris. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Oh oui, ça, c'est très drôle. Puis, je te dirais que tous les matins, là, c'est comme ma motivation. Quand je me réveille, ça me donne toujours le sourire. Je me dis, Marie-Christine, tu ne voulais pas ce domaine-là, mais tu es dedans tous les jours. Et surtout, je me réveille très tôt là, pour 5 heures du matin parfois parce que j'aime vraiment ce que je fais. En fait, je pense que c'est juste la peur. On va le dire ouvertement, c'était plus de vouloir rester dans la zone de confort, de dire non. Moi, je suis experte en stratégie, experte en gestion de projet, experte en conseil, experte dans tous les autres domaines. J'ai fait des assurances, j'ai fait justement des TI, mais plus comme entrepreneur. J'ai fait beaucoup de domaines. Puis je me disais, ah, TI, moi, je vois ça comme très mystique, très lancement de fusée, très intelligence artificielle, trop de choses compliquées que ce n'est pas dans mon domaine. Mais en fait, quand j'ai vu l'opportunité qui est vraiment toute simple, c'est de voir avec ma passion. Ma passion, c'est les enfants. Fait que l'entreprise en TI sert un service pour ceux qui s'occupent des enfants. Et vraiment, ça a été le coup de cœur. Je me suis dit, ah non, 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 peu importe si c'est TI, mais moi, je me vois vraiment tous les matins me réveiller en train de travailler dans une entreprise qui sert les enfants. Et c'est vraiment comme ça que j'ai acheté cette entreprise-là. Elle était cachée, on en reparlera dans quelques secondes. Ouais. C'est le coup de cœur. Vraiment, là, tous les matins, c'est très, très motivant pour moi. Ben, c'est intéressant parce que tu illustres ce qu'on on enseigne ou ce qu'on sensibilise nos entrepreneurs chez Agora Alliance. On leur dit toujours, ce qui mobilise un entrepreneur à entreprendre, ce n'est pas le quoi, c'est le pourquoi. Et tu es la parfaite illustration de ça. C'est-à-dire que c'est pourquoi c'était fait, cette solution technique. Et en fait, la solution informatique n'est que le quoi, la manière d'adresser un objectif au service des enfants, qui est ton why, comme dit Simon Sinek, ton why profond, en fait. Donc, c'est une belle illustration. Donc, oui, pour entrer dans le cœur du sujet, ton expérience de reprenariat, quelles ont été, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu quelles ont été les grandes étapes? En fait, excusez-moi, j'ai juste un petit problème technique. Quand j'ai choisi en fait le reprenariat comme option, mon premier réflexe a été vraiment d'aller vers les professionnels. Donc, comme l'ont dit très bien Stéphane et puis Mohamed, je me suis dit, oui, c'est une expérience différente, mais je me donne les moyens de réussir, je m'entoure des bonnes personnes. Donc, mon premier réflexe a été de parler autour de moi. J'ai littéralement harcelé, saoulé un peu tout le monde en leur disant, là, je m'embarque dans un reprenariat, puis on me disait, oh Marie-Christine, toi, tu es quelqu'un qui aime trop les défis. Pourquoi tu ne pars pas une autre entreprise tout simplement? Je dis, non, moi, ce que je recherche en ce moment, c'est de reprendre, c'est de continuer en fait le projet de vie d'une personne. C'était ça vraiment ma motivation. J'en ai parlé autour de moi, comme l'ont directement Stéphane et Mohamed, comptables, l'avocat, tous ceux qui sont déjà entrepreneurs, en disant, hey, là, pour moi, c'est reprenariat. Ce que vous avez, parlez-moi de ça. Puis j'ai fait appel aussi à des courtiers vraiment d'entreprises, des vendeurs, pas des vendeurs, mais des courtiers en transfert d'entreprise. Et après ça, j'ai vraiment contacté le CETEC, qui est le centre le plus connu. Puis j'avais vraiment toutes ces actions-là en place au même moment pour me donner les chances de racheter. Alors, il faut aussi comprendre que quand on rachète une entreprise, on ne s'achète pas un emploi, en fait. C'est vraiment une belle nuance à faire, là. On ne s'achète pas un emploi pour dire je suis à mon propre compte et puis je me fais payer. On s'achète
une expérience d'entrepreneuriat parce qu'on reste la tête pensante, on reste quand même le visionnaire. Il faut savoir prendre les risques qui vont avec. C'est vraiment très important de faire cette nuance-là. Après avoir déjà activé le réseau, ça a été pour moi de vraiment continuer à chercher. Et par la suite, évidemment, quand j'ai trouvé l'opportunité qui était très bien cachée, parce que je me disais, non, non, il faut que je trouve, j'ai passé au peigne fin toutes les fiches reprenariales du centre de transfert d'entreprise. Ah oui. Ah oui. Presque tous les jours. Puis le jour où j'ai trouvé l'opportunité, c'était juste, en fait, une fiche qui disait « Entreprise à vendre, bon potentiel, les cédants n'ont pas le temps de la vendre ». Il n'y avait pas plus d'informations que ça. Puis moi, j'ai appelé le conseiller, tout de suite, je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pique ma curiosité. » Fait que j'ai été proactive pour trouver l'opportunité vraiment avant. Et j'ai vu dans le chat tantôt la question, la personne qui demandait « Comment faire pour trouver l'opportunité? » Eh bien, c'est ça. C'est vraiment d'être proactif, d'aller avant que ça soit sur le marché. Stéphane aussi l'a très bien dit, c'est très important. Parce que sinon, après, vous rentrez en compétition avec d'autres acheteurs qui auront peut-être plus de moyens que vous perdrez l'opportunité. Fait que j'étais la première à avoir l'opportunité et on m'a donné le détail. Là, j'ai commencé vraiment à voir c'était quoi. Et moi, j'ai perçu, en fait, le potentiel de développement. Quand on fait une reprise, il faut se poser deux principales questions, là, je dirais. Quel est le problème que j'achète? On dit pas problème parce que c'est vraiment problème, mais c'est dans le sens où on se dit, quel est le défi en fait? Est-ce que c'est parce que l'entreprise fait face à un manque de liquidité? Est-ce que c'est le cédant qui est âgé? Est-ce que c'est le cédant qui est fatigué? Quel est le contexte dans lequel j'achète l'entreprise? Ça fait que vous, en tant que repreneur, vous savez exactement comment faire grandir cette entreprise-là. Puis, deuxième question qu'il faut se poser, c'est quel est le potentiel que j'achète? Et j'insiste sur le fait qu'on n'achète pas un emploi, on achète une entreprise qu'on veut vraiment amener à un autre niveau. Et pour vous, ça va être de ne pas continuer en fait dans la stabilité. Il faut que vous puissiez amener beaucoup plus loin. Vous allez investir une mise de fonds. On va investir quand même du temps aussi, du capital sûr, comme on dit. Et c'est vraiment pour aller beaucoup plus loin. Fait que moi, j'ai regardé ces deux aspects-là. J'ai regardé les raisons pour lesquelles ils vendaient. J'ai regardé les raisons pour lesquelles j'achetais. J'ai regardé le potentiel. Et je peux dire que les trois vraiment étaient en accordance. C'était vraiment le fit parfait, l'équilibre. Puis je me suis dit, ben, go, go, go. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques. Puis après ça, je me suis entourée d'un avocat, d'un fiscaliste, du conseiller du CETEC aussi. J'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le domaine. Il faut savoir par quoi après, qu'est-ce qu'on fait après par la suite. Oui. En fait, tu as mobilisé du réseau, tu as regardé, tu as fait tes devoirs, comme on dit, tu as regardé les fiches jour après jour pour détecter, tu as évalué, tu t'es fait accompagner ensuite par des experts, je dirais, du chiffre, des avocats, des comptables, etc. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes après, une fois que tu as identifié ta cible, que tu l'as fait évaluer, quelles ont été les dernières étapes qui t'ont amené jusqu'à la reprise de l'entreprise? C'est drôle parce que moi, ma dernière étape, ça a été d'évaluer ma capacité financière. OK. C'est drôle parce que je me disais, si je pense en premier à combien ça coûte, je vais rester bloqué, figé dans ma zone de confort. Les mois précédents, j'étais en négociation avec un cédant qui vendait son entreprise à 1,5 million. On a vraiment négocié, mais il y avait des affaires qui ne m'intéressaient pas. Dans cette reprise que j'ai faite, c'est une reprise que j'ai complètement financée avec mes fonds propres. Fait que pour moi, ça a été la dernière étape, pas pour dire que c'est ça qu'il faut faire, mais pour dire que moi, personnellement, dans mon expérience, j'avais pensé uniquement à l'argent tout de suite, ça m'aurait bloqué. Mais Stéphane a tout à fait raison. Allez le voir en premier, parce que de toutes les façons, vous allez avoir besoin d'argent. Moi, à un moment donné, j'aurais besoin d'aller voir Stéphane ou un autre financier pour justement faire grandir l'entreprise. Mais il ne faudrait pas que ce soit notre auto-limitation. C'est en fait ce que je veux dire, qu'il faut quand même oser prendre des risques, s'assurer qu'on s'entoure bien, c'est très important, mais ne pas se mettre vraiment cette limitation. En fait, moi, après, c'était vraiment justement de faire les contrats, de signer, puis de s'assurer que je peux payer, que je peux. Puis, on a beau dire,
les transactions, c'est du côté humain. Il ne faut pas oublier ça. On parle à des personnes humaines. Avec la balance de vente dont Stéphane a parlé, vous pouvez la voir très bien. Ça veut dire, vous payez une partie maintenant, l'autre partie dans 6 mois, 1 an, ça dépendra vraiment du cédant. C'est de la négociation. Puis Mohamed aussi a raison de vraiment être acteur parce que c'est au côté légal, c'est important de se faire accompagner par une personne qui connaît, qui sait lire entre les lignes aussi. Oui. Ma dernière étape, c'était vraiment ça, de s'assurer qu'on négocie les bonnes affaires, qu'on signe aussi, puis qu'après ça, on peut se lancer sans problème. Et alors, j'ai une autre question qui me vient naturellement, hein, parce qu'on est quand même dans un contexte d'Agora Alliance, donc d'entrepreneurs venus d'ailleurs. En tant qu'immigrante, même si ça fait 12 ans que tu es au Québec, quelles ont été les difficultés que tu as pu percevoir en étant immigrante et dans ce projet de reprenariat? Est-ce qu'il y a des choses que tu considères du fait de la particularité d'être une entrepreneuse immigrante? Oui, je dirais la première particularité que moi je vois, c'était vraiment déjà même de penser à l'idée du reprenariat. Et ça me fait penser au sondage de tantôt. Là, on se dit immigrant, est-ce que vraiment je m'embarque dans l'entrepreneuriat? Est-ce que je m'embarque dans le reprenariat? Parce que quand on arrive, le premier réflexe, c'est je veux trouver un travail pour faire vivre ma famille, pour faire vivre mon environnement, pour vraiment m'en sortir dans les premiers temps. Et ça peut rester comme ça pendant très longtemps. Fait de se dire à un moment donné, je coupe ce cycle-là pour aller en entrepreneuriat, ça prend vraiment de se connaître et de se lancer. Il y en a évidemment qui arrivent avec l'idée de l'entrepreneuriat, c'est une bonne façon de faire aussi. Mais pour moi, je dirais que mes difficultés particulières, c'était vraiment ça. C'était vraiment de me dire, est-ce que je m'embarque vraiment là-dedans? Ma réflexion personnelle, donc mes propres limitations. Après ça, la prochaine étape, c'était vraiment de voir dans l'environnement, est-ce que j'aurai accès à du financement? Est-ce que j'aurai les bonnes ressources autour de moi? C'est autant de questions qu'on se pose et autant de difficultés qu'on voit. Je dirais que de façon plus concrète, les difficultés que j'ai eues, c'était vraiment de faire croire à mon potentiel, à mon projet. Quand on se présente comme repreneur immigrant, souvent on peut avoir des préjugés, ce qui est normal parce qu'on ne connaît pas forcément la personne. Des questions vont se poser et c'est au repreneur de prouver ses capacités, son expérience, comme tu as dit tantôt. On vient avec une expérience et il faut vraiment la prouver, que ce soit face aux repreneurs, face aux employés, face aux banquiers, pour prouver qu'on a vraiment une expérience qui est valable, qui est valorisée et qu'on peut dupliquer, évidemment, en s'adaptant au contexte. C'était vraiment ça, moi, je dirais mes défis. Et ce n'est pas fini, on est dans l'entrepreneuriat pour rester, donc ça restera toujours en tant qu'immigrant de se dire comment est-ce que je trouverai l'argent, comment est-ce que je m'entoure, comment est-ce que je fais plus, comment est-ce que je m'organise avec la famille. Souvent, les immigrants arrivent avec la famille aussi. On n'a pas forcément, quand je dis famille, pour moi, c'est vraiment famille proche. Donc, mes enfants, on n'a pas forcément le père, la mère, le grand-père, le cousin, la cousine ici. C'est de trouver des moyens d'avoir ce support social-là et de pouvoir quand même faire son itinéraire en entrepreneuriat et réussir. Parce qu'on est là vraiment pour réussir, pour vraiment se donner les moyens. Oui, je dirais que je vais être un peu cru, mais je veux dire, quand on est immigrant, quelque part, on a toujours le sentiment qu'on n'a pas le choix, qu'on est condamné à réussir. Ouais. On a toujours cette perception. Et ça m'amène à la dernière question que je souhaiterais te poser, parce qu'il faut toujours se projeter quand on est repreneur ou entrepreneur. On achète le futur, comme tu l'as dit, on achète un potentiel, on achète une capacité à transformer son entreprise. Donc, quel est ton plan? Comment tu vois les prochaines étapes? Quels sont les facteurs clés de réussite que tu anticipes ou les points de vigilance clés dans le développement de ton entreprise? Pour moi, facteur clé de réussite, on ne le dira jamais assez, c'est vraiment d'être l'entrepreneur, d'avoir le mindset qui permet vraiment de faire grandir parce que si on ne fait rien, on recule. Ça, c'est clair qu'il faut pouvoir à chaque fois innover, il faut pouvoir se dépasser, aller encore plus loin. Pour moi, c'est mon défi de tous les jours de me dire, j'ai acheté une entreprise qui était à un niveau X, comment est-ce que moi je fais pour aller plus loin?
comment est-ce que je fais pour prévoir le futur? Parce qu'on peut quand même se préparer pour ce qui peut arriver. Le but, c'est d'aller plus loin, c'est de perdurer, soit pour revendre, comme on le sait, ça peut arriver, se faire acheter, comme a expliqué aussi Stéphane. Pour moi, c'est ça mon objectif, c'est de me dire, je veux continuer à grandir pour qu'après, quelqu'un d'autre reprenne le relais pour aller encore plus loin. Ce n'est pas une entreprise que je vais acheter, que je vais conduire et qui va s'arrêter avec moi. Le but, ce n'est pas ça. Le but, vraiment, c'est de la faire perdurer le plus possible. Si on pouvait vivre 200 ans pour voir comment est-ce que l'entreprise survivrait après plusieurs décennies, ce serait l'idéal. Et c'est vraiment ça que je fais en ce moment, de m'assurer que l'entreprise va continuer à perdurer. Après, évidemment, c'est de s'entourer des bonnes personnes, de recruter, j'ai fait du recrutement entre-temps aussi, d'impliquer le plus de personnes possible, les fournisseurs, les clients. Les clients ont été vraiment très collaboratifs, les partenaires aussi. Et chaque jour, je m'assure que mon succès ne repose pas juste sur moi, mais aussi sur une approche vraiment très participative de tous ceux qui font l'entreprise aussi. C'est une solution technologique. Il faut aussi pouvoir mettre les chances au niveau technologique, donc vraiment faire appel à des centres, faire appel à des innovations, pouvoir à la fois s'assurer que l'outil fonctionne, permet de rester dans le temps. Et après ça, comme je disais aussi, il y a les personnes, il y a nous-mêmes, où est-ce qu'on veut aller par la suite. Moi, je sais que je veux continuer, c'est une très belle expérience. Ça se peut encore que non seulement je sois un repreneur à succès, mais que je rachète encore d'autres entreprises pour se joindre à celle qui est présente. On se donne vraiment toutes les chances pour continuer, pour rester là longtemps. Bon, Marie-Christine, je peux te dire qu'on ne va pas te lâcher, on va te suivre dans tes différentes aventures. À suivre, comme on dit, à suivre. C'est Marie-Christine. Merci beaucoup, Marie-Christine. Écoutez, je vois qu'on a pris un peu de temps, mais bon, c'était passionnant. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet dont on pourrait parler encore des heures. Il y a un certain nombre de questions. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient évoquer leurs questions directement en prenant la parole, en activant votre micro? Et puis de préciser en fait à qui s'adresse d'après vous la question que vous souhaiteriez poser. Donc voilà, on peut se garder là quelques minutes pour répondre aux questions. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des questions en live? Je vois qu'il y en a dans le chat. Alors, je ne les ai pas toutes en tête ici. Je vais essayer de les reparcourir. Ah, il y a quelqu'un qui pose la question, c'est quoi le prix d'un professionnel accompagnant pour l'achat d'une compagnie? Alors, Mohamed, c'est quoi le prix? Combien tu coûtes? Écoute, en fait, ce n'est pas du prêt à porter. C'est généralement, on regarde l'ampleur et le contexte dans lequel on intervient pour justement définir par la suite un coût professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas avoir un professionnel, et donc il y en a plusieurs selon les spécialités dont on aura besoin. Et une bonne partie de ces spécialistes travaillent à un taux horaire qui varie généralement, on va dire, entre 150, 200, 200 et quelques selon la spécialité. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un investissement pour garantir un retour sur investissement. Donc, certainement, si on travaille avec un fiscaliste et qu'il nous facture, je dis n'importe quoi, mais il facture $5 000, c'est pour vous sauver $50 000 d'impôts. Donc, ça vaut toujours la peine d'être accompagné. Et ce que je dis généralement aux clients, c'est qu'il ne faut pas se poser la question combien ça coûte un professionnel, mais plutôt combien je risque si je ne prends pas un professionnel. Donc, c'est ça la bonne question qu'il faut poser. Mais grosso modo, c'est quelque chose qui est on va dire, c'est une dépense qui est déductible. Et une bonne partie des professionnels qui interviennent dans les transferts relève d'entreprise, une bonne partie, il est subventionné par le gouvernement. Donc, il y a des subventions qui sont allouées soit par Emploi Québec ou par d'autres organismes que justement, ils payent une partie des factures de ces professionnels quand il s'agit de projets de relève d'entreprise. OK. Merci Mohamed. Il y a une question qui a été posée, c'est vrai qu'on l'a abordé très légèrement, c'est se dire quel est l'arbitrage entre entreprendre et reprendre. Alors, je vais juste faire ça a été invoqué un petit peu à demi-mot par l'ensemble de nos intervenants.
Mais quand on est immigrant, je vais prendre le cas d'un entrepreneur immigrant, c'est vrai que ça a été dit, c'est que quand on vient s'installer dans un nouveau pays, il est très difficile et très long de constituer une clientèle parce qu'il faut créer la confiance. Donc, quand on achète une entreprise qui dispose déjà d'une équipe, qui a déjà un responsable commercial, un responsable de production, peu importe le secteur d'activité, c'est quelque part, vous achetez aussi le capital confiance de l'entreprise que vous rachetez. Donc, c'est un processus d'accélération. Vous ne partez pas de zéro et vous n'avez pas, entre guillemets, à développer votre réseau de confiance. Votre entreprise vous apporte déjà un réseau de confiance. Donc, il faut le voir comme un accélérateur. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'à un moment donné, au niveau des financements, il est clair que si l'entreprise a déjà des bons fondamentaux, je pense que Stéphane ne me contredira pas, si elle a des bons fondamentaux financiers, vous avez plus de chances d'être financé avec des entreprises qui ont des actifs et qui ont déjà un historique que d'aller chercher du financement pour créer de zéro, alors que vous venez d'ailleurs, que vous avez des compétences certes et des expériences venant de votre pays d'origine, mais entre guillemets, on a plus de facilité à obtenir de l'argent quand on a déjà un outil de production, un outil comme une entreprise qui existe pour aller chercher des financements supplémentaires. Donc, c'est vrai qu'on peut comparer les avantages, les inconvénients des modalités. On a parlé de la dimension ressources humaines. C'est vrai que quand on crée, on choisit avec qui on travaille. Quand on rachète, on hérite avec qui on travaille. Donc, ça peut être à la fois une force, parce que des fois, on peut découvrir des talents qu'on n'aurait jamais pu identifier ou recruter dans une phase de création. Mais aussi, on peut hériter de personnes avec qui on est moins à l'aise de travailler, mais ça fait partie des actifs, entre guillemets, de l'entreprise dans lequel on hérite. Donc, voilà, donc il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas d'avantage et d'inconvénient absolu entre l'entrepreneuriat et le reprenariat. Comme le disait Marie-Christine, en fait, à un moment donné, c'est ce qui prime, c'est pourquoi on veut faire le projet. En fait, c'est le why, c'est le pourquoi profond. Si on trouve une solution par le rachat pour aller plus vite, plus fort, plus loin, c'est une super opportunité à saisir. Si on ne trouve pas, comme on fait son magasinage et qu'on ne trouve pas parmi les entreprises à racheter, eh ben, tant pis ou tant mieux, il faut créer. Donc voilà un petit peu ce que je dirais sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui souhaiteraient aborder un sujet un peu plus particulier? Si vous avez l'envie. Jean-David, peut-être juste à rajouter, si tu me permets, élément important dans ce que tu viens de dire, hein, c'est pas parce que vous ne réussissez pas à conclure une transaction d'une opportunité que vous vivez aujourd'hui qu'il n'y en aura pas d'autres par la suite. N'oubliez jamais que des entreprises à vendre, il y en aura tout le temps. Donc, oui. Ce n'est pas un échec, c'est juste que c'était pas celle-là. Ça va être la suivante peut-être que vous allez rencontrer. Donc, donnez-vous la chance de peut-être vivre 2, 3, 4, 5 processus avant de trouver la bonne entreprise. C'est possible que ce soit plus long. Là. Oui. Oui, puis l'exemple de Marie-Christine est un bon exemple. Elle a cherché, elle a regardé des fiches, elle a expérimenté. Donc, c'est aussi être entrepreneur ou repreneur, ça fait appel aux mêmes qualités. C'est l'humilité, la patience, la résilience, la constance. Donc, et que ce soit de la reprise ou de la création. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si quelqu'un le souhaite, c'est maintenant ou jamais, comme on le dit. Si tu me permets, Jean-David, en fait, j'ai une question sur le chat qui dit quand on reprend une entreprise, est-ce qu'on peut changer de nom? Oui. En fait, il y a deux types de réponses. Il y a une réponse légale, la réponse est oui. Une réponse plus stratégique, business, là, il faut regarder, est-ce que le nom, c'est un des actifs de l'entreprise que si on le change demain, on risque de perdre la clientèle et de la confiance des fournisseurs, etc. Ou non. Donc, légalement, oui, on peut à tout moment changer de nom d'entreprise ou garder le même et utiliser des noms emprunts ou autres noms qu'on peut utiliser au niveau commercial. Mais au niveau stratégique, il faut regarder ça avec les gens qualifiés à ce niveau-là, surtout dans le marketing. Tout à fait. Je pourrais juste dire, oui. C'est tout à fait raison, Mohamed a raison. Puis je vais continuer sur le fait que l'entreprise que vous rachetez, elle devient votre entreprise. Vous allez décider. Mais prenez vraiment, c'est important de prendre les bonnes décisions au niveau, comme a dit Mohamed, au niveau marketing, au niveau légal aussi, puis de pouvoir s'assurer que ce qu'on veut faire nous permet vraiment de continuer à avoir du chiffre d'affaires, continuer à avoir plus de clients. C'est vraiment après ça, vous qui décidez ce que vous voulez faire.
Et les risques d'échec sont tout aussi possibles. Donc, prenez suffisamment de recul avant de faire une décision concernant après l'entreprise que vous achetez. Parce qu'il faut, par exemple, si vous investissez, je ne sais pas moi, 100 000, 1 million, ce n'est pas pour que dans 2 ou 3 ans, vous allez vous arrêter. Non, faites des choix, prenez le temps, prenez les bonnes décisions qui vont vous permettre d'avancer. Est-ce que c'est pertinent pour un repreneur de changer de nom maintenant? Je ne sais pas. C'est vraiment à chacun après de se poser la question puis de savoir qu'est-ce qui est pertinent pour moi si j'investis mon $1 million dans une entreprise. Est-ce qu'en changeant de nom, je récupère ce $1 million-là? Ou est-ce que je suis mieux de mettre une bonne ressource, de mettre un peu plus de marketing, de développer un nouveau produit? Après ça, c'est vraiment le repreneur qui fait le succès de l'entreprise. C'est très important aussi de garder ça en tête. Ce n'est pas juste l'entreprise en elle-même. L'entreprise, oui, elle va être roulée, elle va être continuée, mais après, c'est la personne, c'est l'image que vous allez projeter au niveau de vos employés, aussi de vos fournisseurs. C'est très important de vraiment s'assurer qu'après, le repreneur prend les bonnes décisions. Merci Marie-Christine, ça nous fait une parfaite conclusion de dire que c'est l'entrepreneur qui fait le succès de l'entreprise. Donc, on ne pourrait pas finir mieux que ça. Donc, j'en profite pour vous remercier tous les trois, Marie-Christine, Stéphane et Mohamed, pour vos contributions. C'était passionnant, on apprend toujours beaucoup et c'était un vrai plaisir pour moi d'animer ce webinaire. J'invite donc tous les participants, les participantes, si vous souhaitez revoir le webinaire, il est enregistré, donc il sera diffusé sur les réseaux LinkedIn, Facebook d'Agora Alliance. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos actualités. Vous pourrez le voir aussi sur notre chaîne YouTube ou encore sur notre site Internet. Il va y avoir plusieurs événements à venir, donc restez connectés, comme on dit. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et remercier encore une fois nos panélistes pour vos apports et vos retours d'expérience et vos compétences d'immigrants et de non-immigrants, parce que toi, Stéphane, je pense que tu n'es pas immigrant. Non, effectivement. Mais tes ancêtres l'étaient. Mes ancêtres, effectivement, étaient français, venaient de Saint-Malo. Voilà, donc on était entre immigrants aujourd'hui. Donc, bonne fin de journée à tous et puis à toutes, et puis à très bientôt pour de prochains webinaires. Merci.